Quand j'avais 12 ans, mes parents m'ont dit de devenir un homme et de trouver moi-même le chemin du retour, puis ils m'ont laissé dans une station-service, à 130 km de chez nous. Cette nuit-là, j'ai dormi derrière une benne à ordures. Je ne leur ai plus jamais parlé, jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai reçu une invitation au mariage de mon frère, avec un mot de leur part à l'intérieur. En ouvrant cette enveloppe, j'ai ressenti deux choses, de la colère, et une étrange sensation d'opportunité. C'était comme si le passé revenait me mettre à l'épreuve. Et, même si la logique me disait de rester loin d'eux, quelque chose en moi savait qu'il était temps de revenir. Pas pour pardonner. Pas pour renouer. Mais pour exposer, devant tout le monde, la vérité qu'ils avaient toujours essayé d'enterrer. Je m'appelle Isaac et j'ai 30 ans aujourd'hui. Mais certaines blessures ne disparaissent pas, elles fermentent. Elles deviennent plus nettes avec le temps. Je ne parle pas souvent de mon enfance. Non pas parce que je l'ai oublié, mais parce que le dire à voix haute la rend réelle à nouveau. Comme si j'avais encore 12 ans, debout au milieu du parking de cette station-service. Tenant une barre chocolatée que je n'avais pas les moyens de payer. Regardant les feux arrière de la voiture de mes parents disparaître dans la nuit. C'était en août, juste avant la rentrée scolaire. Nous étions partis pour un de ces voyages forcés, d'unité familiale, que ma mère insistait toujours pour organiser. Sauf que, chez nous, unité signifiait faire semblant que les discours de mon père étaient de la pure sagesse. Et que chaque pensée médiocre de mon frère aîné, Caleb, était un cadeau pour l'humanité. Moi, j'étais le silencieux, trop sensible, voix trop basse, toujours dans les pattes. Ce jour-là, j'ai renversé un spritz sur la banquette arrière. Caleb, qui avait 16 ans à l'époque et déjà un maître dans l'art de rejeter la faute, a souri et dit. Il l'a fait exprès. Mon père s'est arrêté à la prochaine station-service sur l'autoroute, les yeux en feu. Tu n'es plus un bébé, a-t-il grondé. Tu veux agir comme un adulte? Alors débrouille-toi pour rentrer tout seul à la maison. Au début, j'ai ri. J'ai cru que c'était une de ces blagues cruelles. Mais ensuite, la porte arrière du SUV a claqué et ils sont simplement partis. J'ai couru derrière la voiture quelques secondes, les appelant tous les deux, mais ma voix s'est brisée et s'est perdue dans le bruit des moteurs et des pneus sur la route. Le pompiste est apparu à la porte de la station, cigarette au coin de la bouche, et m'a regardé comme si je n'étais qu'un chien errant abandonné. Cette nuit-là, j'ai dormi derrière la benne à ordures de la station, recroquevillé, le cœur battant à chaque voiture qui passait. Je me souviens avoir compté les heures. À 130 km de chez moi. Sans argent, sans téléphone, sans personne à qui appeler. Le pompiste a refusé de m'aider quand je lui ai demandé. C'est pas une garderie, gamin, a-t-il marmonné. Je n'ai pas pleuré. Je crois que, cette nuit-là, une partie de moi s'est figée, la partie qui croyait que « famille » voulait dire quelque chose d'inébranlable. Le lendemain matin, j'ai fini par trouver une cabine téléphonique et j'ai appelé une enseignante en qui j'avais confiance, Madame Valencia. C'est elle qui est venue me chercher et m'a ramené en ville. Je lui ai dit que mes parents avaient dû m'oublier. Elle ne m'a pas cru, je l'ai vue à la façon dont elle serrait le volant, mais elle n'a rien dit. Elle m'a juste déposé devant chez moi, s'est assurée que j'avais à manger et m'a dit que je pouvais l'appeler à tout moment. En entrant chez moi, personne n'a semblé surpris. Personne ne s'est excusé. Ma mère a levé les yeux de son ordinateur portable et a dit. Tu en as mis du temps. Caleb était sur le canapé, en train de jouer aux jeux vidéo, et à marmonner. T'aurais dû marcher plus vite. Mon père n'a même pas reconnu ce qui s'était passé, il m'a juste fait un signe de tête au petit déjeuner le lendemain, comme si tout était normal. C'est ce jour-là que j'ai cessé d'essayer de faire partie de cette famille. J'ai terminé le lycée comme un fantôme dans les couloirs. Je déjeunais seul, j'étudiais en silence. Je suis parti de la maison dès que j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé à 3 emplois, payé le community college, puis j'ai été transféré dans une université à l'autre bout du pays sans rien dire à personne. J'ai passé la dernière décennie à construire une vie qu'ils ne connaissent pas. Je suis devenu ingénieur logiciel. J'ai déménagé dans une ville où personne ne disait « sois un homme », comme si c'était un remède au traumatisme. J'ai des amis qui me considèrent comme quelqu'un de fiable et loyal. J'ai même adopté un chien sauvé, Max, un bâtard craintif qui sursaute aux voix fortes. On se comprend. Je ne pensais jamais avoir de leurs nouvelles. Mais, la semaine dernière, une lettre est arrivée à mon appartement. Pas d'expéditeur, mais l'écriture sur le devant exagérée, pleine de boucles, était indubitablement celle de ma mère.
Je l'ai ouverte lentement, m'attendant à y trouver une menace juridique ou un énième mot passif-agressif sur le fait que j'avais abandonné la famille. Mais à la place, il y avait une enveloppe épaisse. À l'intérieur, une invitation au mariage de Caleb, gravée en lettres dorées, toute pompeuse et traditionnelle, du genre qui crie « élégance empruntée » et sourire forcé. Et, avec, une feuille de cahier pliée, écrite à la main par eux. Isaac, nous savons que les choses ont été tendues entre nous, mais Caleb va se marier et cela signifierait beaucoup pour la famille si tu pouvais venir. Il nous a demandé de te contacter. Nous espérons que tu viendras. Nous aimerions nous reconnecter. Maman et papa, tendant la main comme si rien ne s'était passé. Comme s'ils ne m'avaient pas laissé pourrir derrière une benne à ordures quand j'avais 12 ans, sans jamais s'excuser. Comme si Caleb n'était pas le « fils en or » dont je n'ai jamais pu sortir de l'ombre. Je suis resté assis là, fixant ce mot pendant longtemps. Mes doigts serraient tellement le bord du papier qu'il s'est froissé, et, un instant, j'ai failli le jeter à la poubelle. Presque. Mais quelque chose m'a arrêté. J'ai retourné l'invitation. Lieu luxueux, cérémonie en plein air, tenue formelle. Il y avait même un code QR pour confirmer ma présence. Comme si je n'étais qu'un parent éloigné de plus. Comme s'il ne m'avait pas appris ce que signifie être jetable. J'ai relu le mot. Cela signifierait beaucoup pour la famille. Intéressant, parce que je n'étais plus le gamin qu'ils avaient abandonné sur le bord de la route. Et s'ils voulaient que je revienne pour la photo, j'avais déjà quelques idées sur la manière de cadrer cette scène. Disons que je n'ai pas confirmé ma présence tout de suite. Mais j'ai commencé à planifier en silence, avec soin, comme je l'ai toujours fait. Parce que certaines dettes ne se paient pas avec des mots, mais avec une présence. Et parfois, se montrer est le geste le plus bruyant que l'on puisse faire. Au moment où j'ai vu le nom de la fiancée de Caleb, Emily R. Kensington, gravé en cursive sur l'invitation, j'ai su exactement quel genre de mariage ce serait. Perfection de la haute classe moyenne, stratégie à long terme, quatuor à cordes, serviettes personnalisées avec leurs initiales. Les Kensington étaient pratiquement la royauté locale, dans ma ville natale. Vieille fortune, vieille rumeur, vieille rancune. Je me souvenais vaguement d'Emily à l'époque du lycée, toujours habillée comme si elle allait à l'église ou à un entretien d'embauche, même à 15 ans. Le genre de fille qui n'a jamais eu à se battre pour attirer l'attention, car elle l'héritait déjà. Alors bien sûr, Caleb l'a conquise. L'aîné charismatique, sourire de beau gosse, des parents qui tournaient autour de lui comme s'il était le soleil. Mes parents devaient exhiber cette approbation comme un trophée. J'ai fait des recherches sur elle sur Internet ce soir-là. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, diplômé en odontologie, Instagram parfaitement organisé avec des citations inspirantes et des photos de capuccinos artistiques, séance de fiançailles sous un arbre digne d'un magazine de mariage. Et là, enfoui dans les identifications d'une de ces publications, il y avait le lien vers le site du mariage. J'ai cliqué. Bienvenue au grand jour de Caleb et Emily, compte à rebours, 3 semaines. Lieu, Stonebrook Vineyard and Lodge. Liste de cadeaux, Bloomingdale's, Crate et Barrel, Amazon. Tenue de gala facultative. Arrivée 30 minutes avant la cérémonie. Transport gratuit disponible depuis l'hôtel des invités. Nous sommes impatients de célébrer avec nos amis et notre famille. Famille, 1. Il y avait même une section intitulée « Notre histoire d'amour ». Écrite par Caleb ou du moins de son point de vue. Tellement polie qu'elle aurait pu être produite par une agence de communication. J'ai toujours été le genre d'homme à croire au destin. Mais rien ne m'avait préparé à Emily, sa grâce, sa bonté, la façon dont elle m'a regardé et a vu plus que l'homme que j'étais autrefois. Plus que l'homme que tu étais autrefois. J'ai lu cette phrase 3 fois. Et je me suis souvenu de qui il était vraiment, un tyran en pantalon kaki. Un menteur. Le même garçon qui, le jour de mon 12e anniversaire, m'a poussé dans un lac et a dit à nos parents que j'avais glissé. J'ai dû rentrer à la maison trempé pendant que tout le monde mangeait du gâteau. Ils en ont ri pendant des années. Je n'avais pas prévu d'aller au mariage jusqu'à ce que je lise cette phrase. Parce que là, c'était Caleb en train de réécrire sa propre histoire, faisant semblant qu'il n'y avait eu aucun dommage collatéral sur son chemin pour devenir un homme. Et maintenant, les mêmes personnes qui m'avaient littéralement laissé derrière les appelaient encore « famille ». Je n'ai pas confirmé ma présence via le site. Ce serait trop facile. À la place,
j'ai demandé à une vieille amie de la fac, Jenny, qui travaille aujourd'hui dans la logistique, de m'envoyer un costume de gala sur mesure, bleu marine, avec un gilet digne d'un film de James Bond. J'ai aussi réservé une chambre dans le même hôtel de luxe indiqué sur le site, payé d'avance et sous un nom légèrement modifié. Je ne voulais pas qu'ils sachent que je venais. Pas encore. S'ils voulaient faire comme si le passé n'existait pas, je leur offrirais un avant-goût de leur propre jeu. 2 semaines avant le mariage, j'ai envoyé un seul email à l'adresse RSVP. C'était celui d'Emily. J'ai écrit. Impatient de célébrer. Merci de ne pas mentionner ma présence. Je veux surprendre les mariés. Signé, Isaac. Pas de réponse, mais marqué comme lu. La semaine du mariage, j'ai libéré mon emploi du temps, laissé mon chien Max à un paiciteur et voyagé léger, juste le costume, une paire de chaussures cirées et une vieille photo, pliée et usée, de moi à 12 ans, debout devant cette station-service, sac à dos sur les épaules et regard vide. Madame Valencia avait pris cette photo le matin où elle était venue me chercher. Des années plus tard, elle me l'avait envoyée par la poste avec un mot disant simplement « Tu as survécu ». Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais en faire, mais je sentais que je devais l'emporter. Quand je suis arrivé au vignoble, la veille du mariage, l'endroit ressemblait à un décor de film. Collines verdoyantes, poutres en bois poli, guirlandes lumineuses suspendues aux arches, météo parfaite, gens parfaits. Chaque détail calculé pour dégager chaleur et élégance, mais du genre qui exclut naturellement les gens comme moi. Le dîner de répétition battait son plein. J'observais depuis un coin discret de la terrasse extérieure, la veste pliée sur le bras. Personne ne me remarqua au début. Puis je la vis. Maman. Elle paraissait plus maigre que dans mes souvenirs, comme un ballon qui s'était lentement dégonflé mais qui essayait de garder sa forme. Ses cheveux étaient teints d'un brun plus foncé, presque roux, et elle portait un collier de perles qui jurait avec son décolleté bronzé. Elle riait de ce rire aigu et fragile qui a toujours sonné comme une tentative de convaincre tout le monde qu'elle allait bien. À ses côtés, papa vêtu d'un blazer qui devait probablement encore avoir le même pince-billet dans la poche intérieure. Celui qu'il aimait sortir de manière théâtrale chaque fois qu'il voulait rappeler que c'était lui qui faisait vivre la famille. Son visage était plus bouffi que dans mes souvenirs, comme si la vie avait enfin commencé à se venger. Il discutait avec les parents d'Emily, souriait, serrait des mains, flattait Caleb avec ce ton mielleux qui m'a toujours donné la chair de poule. Je ne m'approchais pas. Pas encore. Puis Caleb se retourna et, pour la première fois en presque 20 ans, nos regards se croisèrent. Son visage se figea. Pas assez pour que les autres le remarquent, mais moi, je le vis. Cette brève étincelle, ce non-dit, qu'est-ce qu'il fait ici, qui traversa son expression parfaitement maîtrisée. Il leva son verre dans ma direction, hésita, puis détourna rapidement les yeux comme s'il ne m'avait pas vu. Mais je savais qu'il m'avait vu. Et, plus important encore, je savais maintenant qu'il ne leur avait pas dit que je viendrais. Je partis avant le toast, regagnai l'hôtel à pied, le cœur vibrant d'adrénaline. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'anticipation. Ils m'avaient invité à revenir. Ils voulaient que je fasse à nouveau partie de la famille. J'étais sur le point de leur montrer exactement ce que cela signifiait et je n'avais même pas encore ouvert la bouche. Le matin du mariage arriva enveloppé de brume et de tension. Je restais debout devant la baie vitrée de ma chambre d'hôtel, observant la brume glisser sur les collines du vignoble comme dans une scène de cinéma. J'avais à peine dormi. Pas par nervosité, je n'étais pas nerveux, mais à cause des souvenirs. Mon esprit repassait tout comme un film muet, l'asphalte froid derrière la station-service, le regard de Madame Valencia lorsqu'elle s'était arrêtée pour me récupérer, le silence à la maison quand j'étais rentré. Je repassai ma chemise lentement, presque rituellement, lissant chaque pli comme s'il s'agissait d'une cicatrice que je pouvais effacer. Puis je pris la vieille photo. Le papier jauni, plié, montrait mon moi de 12 ans, le regard perdu, entre peur et incrédulité. Je la glissai dans la poche intérieure de ma veste, derrière un mouchoir en soie, tout près du cœur. Le transport jusqu'au vignoble était rempli d'invités qui ne me connaissaient pas, cousins éloignés, anciens voisins, amis d'université d'Emily. Tous parlaient du lieu, de la vue, de la robe. Personne ne me regarda. Je préférais ainsi. En descendant du bus, le lieu avait été transformé. Chaises blanches alignées sur l'herbe comme des dominos. Une arche florale au centre, recouverte de roses ivoires et de feuillages délicats. Musique classique emplissant l'air.
Des serveurs circulaient avec des flûtes de Prosecco comme s'il s'agissait d'or liquide. C'était, en effet, splendide. Je restai en retrait. J'aperçus à nouveau mes parents, cette fois assis au premier rang, souriant aux invités, serrant la main de l'officiant. Papa riait trop fort. Maman tenait un bouquet de lys blanc qui ne lui ressemblait pas du tout. Caleb, de profil, dans un costume sur mesure, discutait avec quelqu'un que je supposais être son témoin. Émilie, elle, n'était pas encore apparue. C'est alors que cela arriva. Une femme plus âgée, élégante, cheveux argentés, robe bleu marine, s'approcha de moi. Elle me regarda un instant, puis m'adressa un sourire poli. « Vous devez être Isaac. » Je clignai des yeux. « Oui, c'est moi. Je suis Evelyn Kensington, la mère d'Emily. » Bien sûr. Je redressai la posture et lui tendis la main. Elle la serra avec élégance, mais aussi avec autre chose, de la curiosité. « Caleb nous a dit que vous ne pourriez pas venir. Je voulais simplement vous remercier d'être là. » Mon instinct se mit immédiatement en alerte. « Il a dit que je ne pourrais pas venir ?» Elle acquiesça, son sourire se faisant plus réservé. Il a expliqué qu'il y avait eu une certaine distance, mais qu'il espérait que ce serait un pas vers la réconciliation. J'aurais pu rire, mais je ne le fis pas. À la place, je répondis. « C'est un optimiste. » Elle sourit à nouveau, cette fois de manière plus gênée. « En tout cas, soyez le bienvenu. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. » Je l'observai s'éloigner, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'herbe. Donc, Caleb en avait parlé à sa famille, mais pas à la mienne. Intéressant. La cérémonie commença comme n'importe quelle autre, musique douce, invités qui se trémoussaient sur leur siège, l'officiant qui s'éclaircissait la gorge. Puis Émilie apparut, radieuse, parfaite, exactement comme on l'imaginait. Un souffle collectif parcourut l'assemblée. Elle avança dans l'allée sous des applaudissements discrets. Caleb l'attendait sous l'arche tel un prince recevant sa couronne, et j'observai toute la scène depuis le dernier rang, en silence. La cérémonie fut courte, vœux prévisibles, rires nerveux, le « oui » échangé comme une formalité. Puis l'annonce, le baiser, les applaudissements. Voilà, ils étaient mariés. La réception fut le moment où tout commença à se déliter. La salle vitrée donnait sur le vignoble, avec des lustres suspendus tels des cascades figées. Chaque table arborait un centre de table composé d'orchidées et de bougies flottantes. Les invités étaient guidés vers leur place grâce à des cartons calligraphiés. Le mien n'existait pas. Je marchais tranquillement jusqu'à la table où mes parents étaient assis. Chaise vide à côté d'eux. Carton au nom de « famille ». Je restai là, debout. Les yeux de ma mère se posèrent sur moi. « Ah, tu es venu, dit-elle en buvant du vin, sans même se lever. »« On dirait bien, répondis-je. » Mon père ne dit rien. Il me regarda, avec une expression indéchiffrable, puis se recula légèrement dans sa chaise, comme si j'étais une question à laquelle il ne voulait pas répondre. « Je n'ai pas vu de carton à mon nom, remarquai-je calmement. » Ma mère haussa les épaules. « Ça doit être une erreur. Peut-être que tu es à une autre table. Nous ne nous sommes pas occupés du plan de table. » Bien sûr que non, répondis-je, avec ironie. Je regardai autour de moi. Les tables étaient presque toutes occupées. Des rires éclataient de tous côtés. Puis j'aperçus Caleb de l'autre côté de la salle, en train de parler avec Émilie et deux hommes plus âgés en smoking. Il me vit. Il ne sourit pas. Au lieu de ça, il se dirigea directement vers moi. « Salut, dit-il en baissant la voix. Je suis content que tu aies pu venir. »« Pas grâce à toi, répondis-je. » Il expira, comme fatigué. « Écoute, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Mais c'est toi qui m'as invité. J'ai demandé à maman et papa de t'inviter. Ce n'est pas pareil. » Ma mâchoire se crispa. Je pensais que tu allais voir l'invitation, la jeter et continuer ta vie, comme toujours, dit-il. Je le regardais vraiment. Allez, cheveux impeccables, confiance dans le regard, un homme qui n'avait jamais payé quoi que ce soit avec son sang ou son silence. « Je suis venu pour voir si tu te souvenais, dis-je, à voix basse. »« Me souvenir de quoi ?» Je ne répondis pas. Je mis la main dans la poche de ma veste et en sortis la photo. Je la tins en l'air, la laissant parler d'elle-même. Son visage changea subtilement, mais réellement.
Ses yeux passèrent de la photo à mon visage, puis revinrent à la photo. Il avala difficilement. C'était il y a des années. Oui. Et tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé à ce qu'il revienne. Il jeta un regard autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un entende. Isaac, c'était juste une mauvaise soirée. Tu as toujours été dramatique. Je pensais que tu avais tourné la page. Tourné la page. Quelque chose en moi se figea. Je ne suis pas ici pour gâcher ton mariage, dis-je. Tu peux te détendre. Il lâcha un petit rire sec, sans chaleur. Tant mieux. Mais je resterai pour les discours. Il me fixa comme s'il n'était pas sûr que je bluffais. Je ne bluffais pas. Parce que la meilleure vengeance n'est pas bruyante, elle est chirurgicale. Et j'avais un toast prêt. Un qu'il n'oublierait jamais. Les lumières de la salle baissèrent légèrement tandis que les serveurs débarrassaient les dernières assiettes du dîner. Les invités conversaient sous l'effet du champagne, certains affalés, repus, d'autres dansant en petits cercles polis au son d'un groupe de jazz dans un coin. Caleb et Emily étaient assis à la table d'honneur, leurs noms inscrits en lettres dorées brillant derrière eux. Tout scintillait, les verres, les couverts, même les gens. Un homme en costume bleu clair leva son verre et fit tinter doucement sa flûte. La salle se tut. Il est temps d'entendre quelques mots de ceux qui connaissent le mieux les mariés. Applaudissements polis. Le père d'Emily fut le premier. Sa voix était douce, maîtrisée, mélange de richesse et de chaleur. Il parla de l'enfance d'Emily, de ses rêves, de la première fois qu'elle mentionna Caleb. Il fit même une plaisanterie sur le fait qu'il était si charmant que personne ne remarqua qu'il épousait au-dessus de sa catégorie. Rire dans l'assemblée. Puis vint le témoin, ancien colocataire de Caleb à l'université. Il garda un ton léger et amusant, histoire de soirée, blague sur l'absence totale de talent culinaire de Caleb, et sur la chance qu'il avait eue de trouver Emily. C'était le genre de discours attendu, un peu d'émotion, un peu d'humour, rien qui pique. Le maître de cérémonie reprit le micro, consulta une liste et annonça. Et pour finir, nous avons un toast spécial d'Isaac. La salle devint silencieuse. Des mouvements subtils d'inconfort. Mes parents se figèrent en plein milieu d'une gorgée. La mâchoire de Caleb se contracta. Emily cligna des yeux, perplexe. Je me levai. Je marchai lentement jusqu'au micro, ignorant les regards curieux. Certains murmuraient. D'autres me fixaient sans comprendre qui j'étais ni pourquoi j'étais là. Je tapotai le micro une fois. Le son résonna. Bonsoir, dis-je, d'une voix ferme. Je suis Isaac, le petit frère de Caleb. Quelques têtes se tournèrent aussitôt. La phrase tomba comme une pierre dans une eau immobile. Je pus presque entendre les murmures commencer, il a un frère? Je n'étais pas sûr de venir aujourd'hui, continuai-je. J'ai passé les dernières semaines à y réfléchir. Je n'ai pas parlé à ma famille depuis 18 ans. Du silence. Pas le bon genre. Celui qui aspire l'air d'une pièce. J'ai reçu une invitation de mariage, sortie de nulle part. Pas d'appel, pas de mail. Juste une carte et un mot disant, cela signifierait beaucoup pour la famille que tu viennes. Je laissai les mots flotter, puis sortis la photo de ma poche. Voici moi, à 12 ans. Je la tins entre deux doigts. Certains invités tendirent le cou pour voir. Cette photo a été prise le matin qui a suivi le jour où mes parents m'ont laissé dans une station-service, à 130 km de chez nous. J'avais renversé un soda dans la voiture et, au lieu de me gronder, ils sont simplement partis. Ils m'ont dit de devenir un homme et de me débrouiller seul. L'assemblée se tortilla. Regard mal à l'aise. Le bruit discret d'une flûte reposée sur la table. Ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas appelé. J'ai dormi derrière une benne à ordures. La seule raison pour laquelle j'ai pu rentrer chez moi, c'est qu'une professeure est venue me chercher le lendemain. Je n'ai jamais reçu d'excuses. Ni de mes parents. Ni de Caleb. Et, jusqu'à ce que cette invitation de mariage arrive, je pensais que tout le monde était parfaitement heureux de faire semblant que je n'existais pas. Je regardais mes parents. Le visage de mon père était pâle. La bouche de ma mère s'entr'ouvrit légèrement, comme si elle essayait de trouver une réponse, mais sans y parvenir assez vite. Je ne suis pas ici pour gâcher la soirée de qui que ce soit, continuai-je. Emily, vous semblez être une personne adorable. Votre famille a été aimable et accueillante.
Et Caleb, eh bien, tu as toujours su comment sauver les apparences. Cette phrase toucha sa cible. Son visage se fissura un instant. Mais je crois que les mariages sont faits pour l'honnêteté, pour la vérité. Et ce ne serait pas honnête de rester ici à faire semblant que nous avons toujours été proches, ou que j'ai grandi dans une maison où « famille » signifiait protection, et non survie. La salle était désormais complètement silencieuse. Les gens retenaient leur souffle. J'ai été invité à ce mariage pour faire partie d'une photo parfaite. Un élément de décor, un accessoire en forme de frère. Je regardais de nouveau Caleb. Alors, considère ceci comme mon cadeau pour toi. Je posai la photo sur la table d'honneur, juste devant lui. Un rappel de ce qu'est la famille quand on lui tourne le dos. Puis je m'éloignai lentement du micro. Pas d'applaudissements. Juste un silence stupéfait et quelques soupirs audibles. En passant devant la table de mes parents, j'entendis ma mère murmurer mon nom, presque dans un souffle. Mon père commença à se lever, mais je ne m'arrêtai pas. Je ne me retournai pas. Je sortis par le côté de la salle et marchai dans la nuit fraîche. La musique s'éloignait derrière moi. Je n'étais pas en colère. Je ne tremblais pas. J'étais libre. Mais la liberté est une chose étrange. Elle ne s'accompagne pas toujours d'une paix immédiate. Parfois, elle ne laisse qu'un silence. Un silence qui vous fait vous demander ce qui viendra après. J'avais joué mon coup, mais l'impact restait à venir. Le trajet de retour à l'hôtel fut silencieux. Pas de groupe de jazz, pas de tintement de verre, pas de rires étudiés résonnant contre les murs de marbre, seulement le bruit des pneus sur le gravier et le bourdonnement bas de mes pensées qui me rattrapaient. Je ne retournai pas directement dans ma chambre. À la place, j'empruntai un des sentiers du vignoble derrière l'hôtel, serpentant entre les rangées de vignes sombres sous le ciel baigné de lune. La tension dans ma poitrine se dénouait, fil par fil, à chaque pas qui m'éloignait de cette salle de mariage. Je pouvais encore entendre le soupir aigu de ma mère, voir le visage soigneusement composé de Caleb se fissurer sous mes yeux, et sentir les regards perplexes d'étrangers essayant de recoller l'histoire de quelqu'un qui avait été volontairement effacé de la photo de famille. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru être le fantôme de ma propre famille. Mais, ce soir-là, je leur ai rappelé que j'étais chair, sang et mémoire. Et la mémoire est une chose dangereuse, surtout quand ceux qui vous entourent comptent sur l'oubli. De retour à l'hôtel, je trouvai un message vocal provenant d'un numéro inconnu. Isaac, c'est Émilie. Sa voix était basse, calme, mais fragile. Je ne sais pas ce à quoi je m'attendais, mais pas à ça. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas en colère pour ce que tu as dit. Tu en avais le droit. Et, je suis désolé. C'étaient les premières excuses que je recevais en 18 ans. Et elles ne venaient pas de ma famille. Je partis tôt le lendemain matin. Pas de petit déjeuner, pas d'adieu prolongé. Juste un court email à la réception pour demander l'annulation du reste de ma réservation et l'envoi de ma facture finale. Je ne voulais pas attendre de voir les conséquences. Je connaissais mes parents. Je connaissais Caleb. Soit il ferait comme si rien ne s'était passé, soit il tenterait de tout transformer en malentendu. Peut-être les deux. Mais je savais aussi que la photo était toujours sur la table d'honneur quand je partis. Je gardai le costume, jetai la cravate et rentrai chez moi. Et, quand je suis enfin rentré, vraiment rentré, dans mon petit appartement, quelque chose d'étrange se produisit. Les gens commencèrent à me contacter. D'abord, ma cousine Anna. Elle m'envoya un message sur LinkedIn. Elle dit qu'elle avait entendu parler du discours par quelqu'un qui était au mariage et qu'elle voulait s'excuser de n'avoir jamais demandé où j'étais passé après ma disparition. Elle raconta qu'elle avait toujours trouvé étrange que personne ne mentionne plus jamais mon nom, mais qu'elle avait supposé que ce n'était pas à elle de poser la question. Nous avons parlé un moment. Elle m'a demandé si elle pouvait me rendre visite. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Puis vint un message de Madame Valencia. Elle se souvenait encore. Elle avait toujours la photo qu'elle avait prise. Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé, écrivit-elle. Je suis tellement fier de toi, Isaac. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Mais cette nuit-là, j'ai pleuré. Ce n'était pas un sanglot bruyant, c'était silencieux, profond, le genre de soulagement que l'on ressent après avoir retenu son souffle trop longtemps et, enfin, expirer. J'ai commencé à mieux dormir. À me lever plus tôt. J'ai trouvé un nouveau rythme.
Mon travail me semblait plus léger, mon code plus fluide. J'ai emmené Max faire des promenades plus longues. J'ai recommencé à écrire nouvelles, essais, n'importe quoi pour transformer la tempête dans ma tête en quelque chose qui ait du sens. Une semaine plus tard, je reçus un email d'une femme qui travaillait pour une ONG dédiée aux adultes coupés de leur famille, des personnes qui avaient été exclues, reniées ou abandonnées. Elle avait entendu parler de mon discours au mariage par un ami qui avait travaillé à l'événement et m'écrivit que c'était la chose la plus silencieusement puissante qu'elle ait jamais vue. Elle me demanda si j'accepterais de parler lors d'une de leurs retraites privées. Pas comme conférencier motivationnel, mais comme quelqu'un qui avait vécu cela. J'ai dit oui. Cet unique événement en entraîna 2, puis 4. Jusqu'à ce qu'une invitation arrive pour participer à un panel lors d'un colloque universitaire sur la rupture familiale et la reconstruction après un traumatisme. Je ne portais pas de costume à ces occasions, juste une chemise simple, un jean, parfois un blazer si je voulais paraître un peu plus formel. Mais j'avais toujours une copie de la photo avec moi. Je la montrais quand je parlais. Je racontais l'histoire exactement comme elle s'était passée. Sans fioriture, juste la vérité. Et, à chaque fois, quelqu'un venait me voir ensuite et disait: « Ça m'est arrivé aussi. » Je n'étais pas seul. Je ne l'ai jamais été. Ma voix, celle qu'il jugeait trop douce, trop sensible, trop basse, avait enfin trouvé du volume. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore. Mais c'était du pouvoir. Et, à chaque personne que j'aidais, à chaque histoire que j'entendais, à chaque main que je serrais, je sentais ce pouvoir grandir. Pas la colère, mais la clarté. La certitude. Parce que, pendant que Caleb retournait auprès de sa nouvelle épouse et de sa réputation polie, il ne voyait pas la vague que j'avais lancée. Ni le fait que je n'avais pas terminé. Car, bientôt, quelqu'un de son entourage viendrait me trouver. Et cette personne voudrait des réponses. Tout commença par un autre email d'Emily, mais cette fois-ci, il n'était ni court, ni poli, ni soigneusement rédigé. Il était brut. Isaac, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Tes parents t'ont vraiment laissé comme ça? À 12 ans? J'ai posé la question à Caleb. Il ne l'a pas nié. Il s'est contenté de dire, c'est compliqué. Mais tu ne semblais pas compliqué quand tu as raconté cette histoire. Tu semblais clair, comme quelqu'un qui porte un poids depuis très longtemps. Si c'est vrai, j'ai besoin d'en savoir plus. S'il te plaît. Je restais longtemps à fixer le message. Émilie avait toutes les raisons de fermer la porte et de passer à autre chose. Elle aurait pu m'ignorer, tout réduire à un drame familial dans sa tête, me cataloguer comme amer ou instable. Mais elle ne l'a pas fait. Elle avait demandé la vérité. Et je n'allais pas laisser passer cette chance. Alors j'ai répondu. J'ai tout raconté. Sans exagération, sans mise en scène. Juste la suite des faits. J'ai parlé de la station-service, du silence à mon retour, de la façon dont j'ai payé mes études, du fait que mon nom n'a plus jamais été prononcé, et de la manière dont ils ont réécrit la photo de famille comme si j'étais une tâche qu'on pouvait découper de l'image. Je ne l'ai pas accusé. Je ne lui ai pas demandé de choisir un camp. J'ai juste livré la vérité et laissé les choses ainsi. Elle répondit le lendemain. Je te crois et j'ai besoin de temps pour assimiler. Ils ne m'ont jamais rien dit. Caleb m'a dit qu'il était fils unique jusqu'à nos fiançailles. Ils t'ont effacé. Et maintenant, je me demande ce qu'ils ont encore réécrit. Accepterais-tu de prendre un café avec moi? Juste nous deux. C'était comme voir une fissure apparaître sur une vitre qui avait toujours semblé intacte. Je savais qu'il ne fallait pas précipiter les choses. J'ai répondu oui, mais je lui ai laissé le choix de l'heure et du lieu. Nous nous sommes retrouvés une semaine plus tard, dans un café tranquille, à 2 villes de chez elle et de Caleb. Elle n'avait pas de maquillage, pas de perles, pas l'éclat d'une mariée, juste un sweatshirt et un jean, les cheveux attachés, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas dormi. Lorsqu'elle s'assit, elle ne dit même pas « bonjour ». Elle alla droit au but. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Alors j'ai raconté. Pas toutes, pas les petites humiliations, les milliers de coups si subtils qu'ils ne saignaient jamais assez pour qu'on les remarque. Mais les gros. Comme lorsque ma mère a oublié mon anniversaire 2 années de suite et m'a ensuite reproché de ne pas le lui rappeler. Ou quand mon père a refusé de se porter garant pour un petit prêt étudiant, en disant « tu vas juste le gaspiller ». Tout en donnant $5 000 à Caleb pour qu'il parte en voyage à Cancun.
Émilie garda ses mains autour de sa tasse tout le temps. Elle posait des questions, mémorisait les réponses. Elle n'essaya pas de les défendre. Elle écouta simplement. Puis elle dit. Ils t'ont appelé fantôme au mariage. C'est ainsi que Caleb a expliqué. Il a dit que tu avais disparu à l'adolescence. Que tu avais toujours eu un talent pour le dramatique. Je clignai des yeux. Ils ont utilisé le mot fantôme? Elle acquiesça. Je ne pus m'empêcher de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ridiculement parfait. Ils n'ont pas perdu un fils, dis-je. Ils en ont enterré un. Émilie resta silencieuse, puis se pencha en avant, la voix basse. Tu sais ce qui me fait le plus peur? J'attendis. Et s'il faisait ça à nos enfants un jour? Murmura-t-elle. Et là, le changement était là. Le doute avait pris racine. Et Caleb n'en avait aucune idée. Émilie se leva avant de pouvoir en dire plus. Elle dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle m'était reconnaissante, qu'elle n'était pas encore prête à lui parler, mais qu'elle me recontacterait. C'était 3 jours avant que je ne reçoive une lettre par la poste. Sans expéditeur, comme la dernière fois. Mais, cette fois, l'écriture n'était pas celle de ma mère. C'était celle de mon père. Et à l'intérieur, un mot écrit d'une main raide et tremblante. Isaac. Je ne sais pas ce que tu crois être en train de faire. Ça n'aide personne. Tu apportes la honte sur la famille. Laisse tomber. Si tu continues à remuer cette histoire, il y aura des conséquences. Nous t'avons donné une seconde chance d'être inclus. Ne nous fais pas regretter cela. Papa. Voilà. Aucune excuse. Aucun remords. Juste une menace déguisée en dignité. Je restai un moment à regarder ce billet. Puis je le posai à côté de la photo du garçon de 12 ans que j'avais été. 2 artefacts du même héritage. Et je souris, car j'avais désormais ce qu'il me fallait, une preuve. Des mots écrits de sa propre main, révélant exactement qui il était et qui il est toujours. Je scannai la lettre, l'enregistrai dans un dossier sécurisé et fis une sauvegarde sur 2 services cloud. Puis je pris mon téléphone. J'appelai une journaliste que j'avais rencontrée lors d'un des panels sur le traumatisme. Elle m'avait déjà dit un jour, si un jour tu décides de raconter ton histoire, je t'aiderai à le faire comme il faut. Elle décrocha à la première sonnerie. Je suis prêt, dis-je. Mais je ne veux pas seulement parler. Je veux montrer. Elle fit une pause et demanda. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Je regardai le billet, la photo, le nom sur l'invitation qui avait tenté de m'effacer. Jusqu'au bout, répondis-je. L'article fut publié sous le titre « Laissé derrière, la fuite silencieuse d'un homme d'une famille qui a tenté de l'effacer ». Il parut un mardi matin. À midi, il avait déjà été partagé des milliers de fois. La journaliste avec qui j'avais travaillé, Claire Russo, fit son travail avec précision. Elle vérifia chaque détail. Elle interviewa Madame Valencia, confirma l'incident à la station-service, retrouva mon ancien propriétaire, qui confirma que je m'étais soutenu seul pendant mes études, sans aucun soutien familial. L'article incluait la photo de moi à 12 ans, debout à côté de la benne à ordures, avec un sac à dos déchiré et des baskets usées. Il comportait des extraits de mon discours au mariage. Il contenait la lettre de mon père, floutée juste assez pour préserver la vie privée, ainsi que l'autorisation d'Émilie de mentionner qu'elle m'avait contacté ensuite. Claire avait été méticuleuse, précise, aucun sensationnalisme bon marché, aucun piège à clic. Juste la vérité, racontée de façon claire et sans filtre. Et c'est pour cela que l'histoire explosa, parce qu'elle n'était pas bruyante. Elle était honnête. Les commentaires commencèrent à affluer. Des personnes disant que cela leur rappelait leur propre rupture, des moments où elles avaient été ignorées, remplacées ou réduites au silence. D'autres louaient la retenue dont j'avais fait preuve au mariage. Certains essayaient de deviner quelle était la cave, mais je ne confirmais jamais. Ce qui comptait le plus, c'étaient les messages privés. Des dizaines, venant de personnes qui avaient été rejetées, oubliées, étiquetées comme des « enfants à problème » par des familles refusant d'assumer leurs responsabilités. Mais le meilleur vint d'un Kensington, le frère aîné d'Émilie. Il s'appelait Marc, et il ne mâcha pas ses mots. J'ai toujours trouvé Caleb faux. Trop poli, trop préparé. Maintenant je comprends pourquoi. Je suis désolé pour ce qu'ils t'ont fait.
Mes parents sont furieux, pas contre toi, mais contre Caleb. Ils ont l'impression d'avoir été trompés. Utilisés. Ils vont voir Émilie aujourd'hui. Je pensais que tu aimerais le savoir. Je ne répondis pas. Pas besoin. Car seulement 2 jours plus tard, un autre email arriva, cette fois d'Émilie. Isaac, j'ai lu l'article. J'ai vu les commentaires. Je les ai montrés à Caleb. Il a explosé. Il a dit que tu l'avais piégé. Que tu avais fait paraître les choses pires qu'elles ne l'étaient, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as même pas tout raconté. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que tu disais la vérité. Il m'a demandé de choisir. J'ai choisi. Je suis chez mes parents pour l'instant. Le mariage est annulé. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça, mais merci de ne pas m'avoir laissé entrer dans ce mensonge les yeux fermés. Je lus le message 3 fois. Puis je refermai l'ordinateur et restai silencieux un long moment. Je ne célébrais pas. Je ne me vantais pas. Je me souvenais. Je me souvenais du jour où j'avais été laissé derrière, à 12 ans, tenant une barre chocolatée dans la station-service, pensant, ils doivent revenir. Ils doivent. Et maintenant, près de 2 décennies plus tard, la famille qui m'avait laissé derrière découvrait enfin ce que cela signifiait de perdre le contrôle du récit. Ce n'était pas fini. Car 3 jours après la parution de l'article, mes parents appelèrent. Je ne sais pas comment ils avaient eu mon numéro, peut-être par un ancien contact ou peut-être parce qu'ils commençaient enfin à prêter attention aux endroits où j'avais parlé. Quand je vis « numéro inconnu », je laissai filer sur la messagerie. Puis j'écoutai. C'était ma mère. Sa voix tremblait, non pas de tristesse, mais de colère. « Isaac, comment as-tu osé? Nous t'avons invité. Nous avons essayé d'être courtois et tu nous as humiliés. Tu as ruiné la vie de Caleb. Les parents d'Émilie menacent d'une action en justice à cause des cadeaux, des dépôts, de la réputation. Tu crois que c'est de la justice? C'est de la cruauté. De la cruauté mesquine et vindicative. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu es fier de toi. » Puis mon père prit la ligne. Sa voix n'était pas en colère. Elle était basse, presque vaincue. Tu as toujours été trop sensible. J'aurais dû savoir que tu deviendrais le genre d'homme qui transforme un moment en arme. Félicitations. Tu as détruit ta famille. Ne nous appelle plus jamais. Et puis il raccrocha. Je restai à fixer le mur un moment, me demandant si ces mots allaient me blesser, s'ils allaient résonner comme autrefois. Mais non. Parce que je n'avais pas détruit ma famille. Ils avaient détruit la version de moi qui avait encore besoin d'eux. Et c'était toute la différence. Je me levai, allai jusqu'à mon bureau, ouvris le tiroir et sortis la photo pour la dernière fois. Le garçon de 12 ans qui n'avait aucune idée de ce qu'il deviendrait. Je lui souris. Puis je rangeai la photo. Non pas parce que j'enterrais le passé, mais parce que j'avais enfin terminé d'écrire la fin. L'impact ne vint pas d'un seul coup. Il arriva en fragments. D'abord, ce furent les murmures. Des connaissances communes de ma ville natale qui prenaient contact. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 10 ans. Certains m'envoyaient des messages privés, surpris, d'autres, remplis de culpabilité. Je n'en avais aucune idée. Je pensais que tu étais parti à la fac. Tes parents disaient toujours que tu étais difficile. Puis vinrent les changements sur les réseaux sociaux. Mes parents, qui avaient passé des années à cultiver leur image en ligne, disparurent soudainement. Les photos de famille commencèrent à disparaître de leur profil. La bannière « Fiers parents de Caleb et Émilie » s'évanouit. Et le signe le plus révélateur, tout l'album du mariage de Caleb fut supprimé du jour au lendemain. Sans explication, simplement, disparu. J'appris plus tard, par une discrète mise à jour sur LinkedIn, que Caleb avait pris un congé de son entreprise. Raison personnelle, disait la note. Mais moi, je connaissais la vérité. Émilie poursuivit la procédure d'annulation du mariage. Elle s'installa temporairement chez son frère et, finalement, reprit ses études. Quelques semaines plus tard, elle m'envoya un court message. Je reconstruis. C'est confus, mais c'est à moi. Merci encore. J'espère que tu vas bien. Et j'allais mieux que bien, en réalité. L'ONG m'invita à devenir collaborateur régulier. Je commençai à travailler à mi-temps avec eux, aidant à organiser des actions de soutien pour d'autres jeunes coupés de leur famille.
Je me mis à écrire non seulement des articles, mais un livre. Titre provisoire, Fils fantôme, ce qui arrive quand on fait semblant que tu n'as jamais existé. Je n'écrivais pas par vengeance. J'écrivais pour le garçon que j'avais été. Pour les jeunes qui, aujourd'hui encore, font silencieusement leurs valises qu'ils ne déballeront jamais, parce qu'ils ont peur que même leur pas fasse trop de bruit. Un jour, je reçus une lettre non pas de mes parents, ni de Caleb, mais de Madame Valencia. Toujours avec sa grande écriture généreuse. Cher Isaac, j'ai découpé ton article et je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai accroché au mur de ma salle de classe, juste au-dessus du bureau où je garde des encas pour les élèves qui n'apportent jamais de déjeuner. Parfois, je parle de toi, pas avec ton nom, mais avec ton histoire. Parce que, parfois, être gentil, ce n'est pas seulement aider quelqu'un à se relever. C'est se souvenir de cette personne quand tout le monde l'oublie. Je suis très fier de toi. Affectueusement, Madame V. Cette lettre me fit pleurer. Pas les larmes silencieuses auxquelles j'étais habitué. De vraies larmes. Du genre qui ouvre quelque chose en vous. Parce que, pour la première fois de ma vie, je ne ressentais plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'étais pas une ombre. Je n'étais pas l'oublié. J'étais là. J'avais survécu. Et maintenant, je vivais. Alors, quand on me demande ce que ça a fait de me tenir devant ma famille et de montrer la vérité, je me contente de sourire. Parce que la vérité, la meilleure vengeance, ce n'est pas de les voir s'effondrer. C'est de se voir, soit, se tenir debout en pleine lumière pendant qu'ils essaient encore de réécrire l'obscurité. Et je ne me suis jamais retourné. Commentaire Monsieur Reddit. C'est fou comme certaines familles traitent le mot famille comme une marque déposée, juste bon à afficher sur Facebook et à exhiber sur les photos de Noël. Mais quand il s'agit d'agir comme une vraie famille, pouf, ils disparaissent plus vite que l'album de mariage de Caleb. Bravo, messieurs, vous avez réussi, vous avez créé le fils fantôme le plus vivant et le plus visible qui soit.